Arrivant, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la QVT. Il est 9h00. On va commencer, je pense, parfaitement à l'heure. On va parler QVT pendant 1 heure ce matin. Pour ce faire, je vais être entouré de Nathalène Leviel, spécialiste de la QVCT au sein du cabinet LHH, et Didier Cauchois, spécialiste du dialogue social au sein du cabinet LHH lui aussi. Vos micros sont par défaut coupés, ne soyez pas étonnés. Vous pouvez interagir avec nos intervenants via la colonne de chat. Bonjour à tous. On va donc parler QVT ce matin. Alors cette notion de QVT, elle est vraiment pas nouvelle. Elle date, je crois, du début des années 2010. En 2013, l'ANDRH définit la QVT comme toutes les actions qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail et d'accroître la performance globale. Et c'est en mars 2022 que cette expression QVT, qualité de vie au travail, a été remplacée dans le code du travail carrément par l'acronyme QVCT. Alors, est-ce que c'est juste un nouvel acronyme ou est-ce que ça va vraiment changer des choses dans l'entreprise? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble, et je vais très rapidement passer la parole à Nathalène, pour qui c'est le domaine de prédilection. Alors ce changement d'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de la QVT très rapidement? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire vraiment ce changement d'acronyme, ce que ça va engendrer? Bien sûr. Tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, et comme tu le rappelais, Guillaume, et c'est important, la QVT, elle n'est pas née d'hier, hein, on en parlait depuis longtemps, mais elle est effectivement apparue et elle a émergé dans les organisations avec l'accord national interprofessionnel de 2013, dans lequel on a rappelé, et il a été rappelé, et ça a permis de définir que ça regroupait l'ensemble des actions qui permettaient de concilier en même temps l'amélioration des conditions de travail et la performance globale de l'entreprise. Et quand on parle de l'amélioration des conditions de travail, et déjà, et ça c'était un point important, on parlait bien du travail lui-même et de son environnement et non pas de tout ce qui est périphérique autour du travail. D'ailleurs, dans l'accord national interprofessionnel, les dimensions qui étaient évoquées, hein, ça a été important, hein, c'était tout ce qui était autour du contenu du travail, dans lequel on peut retrouver aussi la notion de sens, d'utilité, d'autonomie dans le travail, tout ce qui était moyens et environnement de travail, tout ce qui était autour des relations de travail, des opportunités de développement, et donc tout ce qui est autour aussi de l'emploi, de la santé au travail et de l'égalité professionnelle. Il y a majoritairement eu parfois un biais qui a été pris entre 2013 et on reviendra sur 2020, décembre 2020, dans lequel beaucoup d'actions qui voulaient répondre à cet enjeu de qualité de vie au travail étaient donc dans des environnements plus périphériques à cette notion de qualité de vie au travail. Et en 2020, le décembre 2020, l'accord national interprofessionnel vient rappeler en fait cette importance et vient rappeler que ça n'est pas juste le petit rajout de ce C n'est pas juste un rajout d'une lettre, c'est bien rappeler qu'on parle de qualité de vie et conditions de travail. Ça remet le sujet là où il doit être traité, c'est-à-dire dans l'organisation, dans le rôle de chaque employeur. Ce petit c, en fait, a son importance parce que effectivement, on vient réaffirmer et le rôle de chacun et la place aussi de chacun, de chaque acteur de l'organisation, et ce sur quoi, effectivement, on doit travailler ensemble pour améliorer cette qualité de vie et conditions de travail. Et ça veut dire que c'était pas le cas avant? Ça ne veut pas dire que ce n'était pas du tout le cas. Ça veut dire qu'effectivement, il a pu y avoir des biais heu, de compréhension et qu'avec raison, hein, certaines organisations, quelles que soient, ont pu, se dire: «Mais finalement, est-ce que c'est pas, un mot qui ne prend pas tout son sens? Est-ce que finalement, on c'est alors c'est pas un peu, excusez-moi du terme, mais du marketing qu'on est en train de faire, de la qualité de vie au travail?» Alors que non, effectivement, c'était déjà des préoccupations qui existaient dans les organisations autour de quel est le sens du travail, quels sont les moyens dont on dispose pour faire le travail, comment on travaille sur les relations de travail. Et donc, quand on parlait de qualité de vie au travail, souvent les gens parlaient de corbeille de fruits et de baby-foot. Et puis, voilà. Et en fait, alors que les vrais sujets autour du contenu du travail, du sens du travail, des relations de travail, des opportunités de développement ou de l'employabilité étaient déjà des vrais sujets centraux dans les organisations parce que, et ça c'est important, hein, c'est que quand on parle de qualité de vie et conditions de travail, c'est vraiment un enjeu de performance pour chaque organisation Ouais, l'objectif, il est là. L'objectif, il est quand même de conserver, d'augmenter la performance. globale de l'entreprise, tout à fait.
Et si on prend le point de vue de Didier maintenant et plutôt du dialogue social, on est d'accord que ça va tout changer pour l'entreprise? Didier? Comment dire? Tout changer, non, enfin, moi, je pense qu'il est important, d'ailleurs, je remercie déjà Nathalène d'avoir bien précisé que la notion de QVT, elle a été, comment dirais-je, reconnue, conceptualisée et mise en œuvre à partir d'un accord national interpro, notamment celui de 2013. Moi, c'est surtout là-dessus que je veux insister. Il y a, comment dirais-je, un rôle des partenaires sociaux en matière plus largement de santé au travail, avec toutes ses composantes, les conditions de travail, la QVT, qui est centrale depuis toujours. Et sans vouloir faire de cours d'histoire, il y a eu plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, on est dans un temps, on n'est plus à l'époque du 19e siècle où le contrat de travail s'analysait comme un contrat de louage de service et où on considérait que lorsqu'un salarié pouvait mourir d'un accident du travail, eh ben, c'était malheureusement un cas de force majeure et qu'il n'y avait pas d'indemnisation possible. Tout ça s'est construit avec de la mobilisation des mouvements ouvriers, des conflits collectifs, pour pouvoir interférer sur le pouvoir législatif pour qu'il intervienne. Aujourd'hui, on est dans un temps qui est alors, ça fluctue d'un environnement politique à un autre. Le recours aux partenaires sociaux pour créer des accords nationaux interpro qui fixent le cadre est plus ou moins utilisé. Là, il se trouve qu'en matière de santé au travail, il est très fréquemment utilisé. Soit que les partenaires sociaux eux-mêmes au niveau national, c'est-à-dire le MEDEF, l'UDP, la CPME et les organisations syndicales nationales représentatives décident de s'emparer du sujet, soit parfois, c'est aussi assez confortable pour l'État, demande aux partenaires sociaux, c'était le cas dans la dernière année, d'intervenir. C'est important de dire ça parce que quand tu dis, Guillaume, ça va tout changer dans les entreprises, c'est pas comme si des farfelus dans leur coin avaient décidé de faire un truc un peu gadget qui va surprendre tout le monde et va imposer des modes de fonctionnement un peu incongrus. Ce qui est bien avec une construction normative comme celle-ci, c'est qu'à chaque fois, on part du réel. Voilà. C'est-à-dire qu'on observe la réalité des faits, la réalité des choses dans les entreprises, qui bouge, qui doit être adapté. Et les partenaires sociaux ont cette capacité, parce que le dialogue social en France, quoi qu'en disent certains, ça fonctionne. Ça fonctionne surtout quand on est dos au mur. Enfin, c'est pas surtout, c'est que ça fonctionne encore mieux quand on est dos au mur et quand il y a des situations qui imposent des réactions. Et en matière de santé au travail, dans son acception la plus large, c'est hyper important. Là, on est parti d'une situation où on a réalisé que après le focus sur la QVT, on avait des actions de prévention. Et c'est ça la clé, en fait. C'est des actions de prévention qui sont dans l'intérêt de tout le monde. Des collaborateurs, bien évidemment, mais pas que, des entreprises aussi. Et quand tu vois l'ANI, ce qu'il a mis en œuvre et ce que la loi a repris dans la foulée, tu as des axes qui sont absolument indispensables pour les entreprises. Moi, je vais, juste pour ne pas être trop long sur l'ANI, pour moi, il y a une formule, j'adore les préambules en règle générale, je trouve que cet accord est de qualité, mais son préambule l'est encore plus. Il dit ceci: la qualité de vie au travail, dont la santé et la sécurité au travail sont un des aspects, est un facteur de santé et de réalisation personnelle pour les salariés. Sur le plan collectif, la qualité de vie au travail est une des conditions de la performance de l'entreprise. Ça, c'est co-écrit entre les organisations patronales et les organisations représentant les salariés. C'est donc qu'il y a la certitude que s'intéresser à ce qui aujourd'hui doit être adapté au regard de l'évolution du travail, et il faut se rappeler que cette ANI intervient quelques mois après le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on réalise qu'il va y avoir un changement dans l'organisation du travail. Le télétravail va prendre une ampleur très importante. Il y a un constat qui est fait aussi depuis plusieurs années sur le fait qu'il est absolument nécessaire de beaucoup plus travailler sur l'identification permanente, vraiment permanente, des risques au travail, que ce soit les risques professionnels ou que ce soit les risques psychosociaux, et d'améliorer leur traçabilité. Et toutes les mesures qui vont être mises dans l'accord et qui vont imposer, en fait, pour bien que ce soit, comment dirais-je, intégré dans toutes les organisations du travail, dans toutes les tailles d'entreprise, ça va imposer d'aller rajouter ce CT parce qu'on va vraiment s'intéresser et on va associer, c'est l'autre versant qui est extrêmement important. Pour que ça marche, il y a deux clés. C'est que ça doit être fait de façon continue, c'est-à-dire on
On ne fait pas ça une fois. Alors, c'est vrai qu'il y a une obligation de négocier, mais là, on est dans un cadre dans lequel on ne doit pas résumer ce qui a été créé à l'obligation de négocier. L'obligation de négocier, ça peut être bien utilisé comme ça peut être, on dirait, on ouvre une négo, bah, on ne conclut pas, mais on a fait le travail, au moins on est tranquille. Non, là, pas du tout. Il y a des actions qui associent tout le monde. Il y a de la formation supplémentaire pour les élus du CSE qui vont jouer un rôle tous les ans dans la capacité à analyser l'identification des risques, les plans d'action qui vont en découler. Il y a des rôles dédiés aux salariés. On est vraiment dans un dispositif participatif. Et pour conclure, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu comme la philosophie du dialogue social qui nous est chère au sein de LHH. On l'a un peu traduite aussi dans notre livre blanc. C'est l'idée derrière qu'à un moment donné, si on n'est pas capable dans une entreprise d'avoir quelque chose qui fait sens et qui permet de traiter la question de la santé au travail de façon satisfaisante, on ne crée pas les conditions suffisantes pour qu'un dialogue social puisse être effectif. C'est-à-dire la confiance, le sentiment que il faut du sens au travail, c'est aussi évoqué dans l'ANI. Si les salariés ont l'impression qu'ils ne sont pas bien respectés, pas bien traités au travail, la capacité qu'ils auront à accepter de faire des efforts quand la situation est plus critique, elle n'existera pas et les partenaires sociaux qui sont censés les représenter auront beaucoup moins de marge de manœuvre et peut-être pas du tout l'envie de s'associer à une démarche participative de négociation pour essayer d'aider l'entreprise à passer des caps difficiles via la négociation. Donc c'est central. Et c'est en cela aussi, de mon point de vue, qu'au-delà de la question pure de la santé, on est sur quelque chose qui va faire système dans l'entreprise et dans les relations sociales et dans les capacités de l'entreprise. Donc voilà, tous les acteurs doivent s'en emparer et je pense que cette ANI traduit par la loi est un formidable outil pour ça. Et c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une révolution, c'est la continuité de tout ce qui a toujours été l'objectif d'assurer la santé des travailleurs. Ce que je note surtout, ce que je retiendrai, Didier, c'est que, en gros, tu es en train de nous dire que la QVCT, c'est la santé des travailleurs, quoi. C'est la santé des collaborateurs. Bah, c'est une matière plutôt protéiforme, c'est-à-dire qu'en fonction des époques, on a mis le curseur, on a mis des curseurs sur ce qui nous paraissait devoir être traité en priorité parce qu'on était un petit peu défaillant. Quand tu regardes ce qui s'est passé en 1898, il y avait, voilà, avec cette loi qui permettait d'assurer une indemnisation forfaitaire des travailleurs victimes d'accidents du travail. Je dis bien travailleurs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément la notion de salarié. Là, je trouve qu'il y a des points communs, toute proportion gardée, mais on voit aussi que dans la traduction de la loi, et c'était initié aussi par les partenaires sociaux, tu as la volonté de t'intéresser à tous ceux qui ont un rapport, enfin qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'activité de travail et qui peuvent être soumis à des risques, qu'ils soient des risques professionnels ou psychosociaux. On a des dispositifs pour les travailleurs indépendants, on a des dispositifs pour les chefs d'entreprise, on s'intéresse à la santé de tous ceux qui vont être amenés à travailler. C'est l'objectif global, c'est vraiment qu'à un moment donné, si on ne traite pas ça, de toute façon, comment dirais-je, les personnes qui sont amenées, encore une fois, à tirer des profits de leur activité au quotidien vont perdre le sens du travail et vont perdre le rapport bénéfice-gain sera déséquilibré. Et aujourd'hui, du coup, Nathalène, on en est où? C'est une transition un peu radicale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut la question de l'opportunité de traiter ces sujets-là, on a peu de discussions. On a tous vécu une crise sans précédent, dans laquelle, de toute façon, je dis que toute transformation est possible. Enfin, dès qu'il y a rupture, il y a transformation et on y est. Nous sommes dessus. On a vécu une vraie rupture en 2020, tous, avec un confinement. Alors, avec des réalités différentes, par contre, au sein des organisations, parce que effectivement, tout le monde n'a pas vécu du télétravail. Il y a des métiers qui ne sont pas, qui ne peuvent pas effectivement se mettre en télétravail, mais on a en tout cas tous vécu de toute façon une obligation de se transformer. Et ça fait que, alors, elle a amené cette crise sanitaire, s'il faut en trouver pour moi l'aspect le plus positif, c'est qu'elle a amené une vraie opportunité. Parce qu'elle a effectivement forcé tout un chacun, je dis tout un chacun, je dis du collaborateur au représentant du personnel, à la direction, l'ensemble des acteurs de l'organisation, les managers, à s'interroger et à forcément devoir traiter du sujet, la notion de la QVCT. C'est-à-dire qu'on a été dans l'obligation parce que du jour au lendemain, il a fallu effectivement réfléchir, se réorganiser, re-questionner le contenu du travail. Et à titre d'exemple, on a accompagné beaucoup d'organisations sur des réflexions, mais même descendant jusqu'au poste, c'est-à-dire d'imaginer, de repenser, est-ce qu'il y a des activités, est-ce qu'il y a des tâches qui sont encore nécessaires à faire,
Parce que dans une période dans laquelle on était en dehors des contraintes, d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'elles sont faisables ou pas, en respectant les protocoles sanitaires d'un point de vue santé physique? En dehors de ça, c'est est-ce qu'elles sont faisables à distance? Est-ce qu'elles sont nécessaires à l'organisation? Est-ce qu'elles sont nécessaires à l'entreprise? Est-ce que d'ailleurs, le collaborateur a les moyens de le faire? Et donc on a, malgré toutes les difficultés que ça a exigé et tout ce que ça la partie, en tout cas adaptation que ça exigeait à chacun, on a eu cette opportunité-là de s'interroger. Et ce qui me plaît de dire, c'est que profitons de cette opportunité-là et ne refragilisons pas les choses. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est réelle. La prise de conscience a été collective. Par contre, effectivement, il ne faudrait pas qu'elle se refragilise par une reprise d'un mode de fonctionnement passé ou par des retours d'habitude. Les échanges, le fait de discuter, le fait d'échanger autour du quotidien de travail, autour de l'organisation, des relations de travail, de comment on veut fonctionner ensemble, ça a été réellement posé par la crise sanitaire, pour tout le monde. Et ça a été un point très positif et il ne faudrait pas perdre ces bonnes habitudes. Mais par contre, ça ne veut pas dire que le fonctionnement qu'on a défini en 2020, 2021, 2022 pour certains, doit être maintenu sans jamais le réinterroger. Et c'est le premier point qui pour moi est important, c'est que lorsqu'on parle de QVCT, on ne parle pas d'une définition d'un plan d'action au mois de janvier qu'on vient contrôler purement au mois de décembre en disant c'est bon, j'ai coché toutes mes cases. C'est que ça se vit au quotidien, c'est-à-dire que alors et que ça se réinterroge et qu'on est vraiment dans une logique de je teste et j'apprends. Et je teste des nouveaux modes de fonctionnement et je teste une nouvelle, une nouvelle organisation et j'apprends collectivement. Et ça ne veut pas dire du collaboratif partout. Il y a des organisations, au vu du nombre de collaborateurs et même de façon générale, hein, on a besoin de la strate managériale, on a besoin de prise de décision, on a besoin effectivement à un moment d'arbitrer, mais ça veut dire aussi que sur les sujets que j'ouvre à la discussion, je me dois effectivement de pouvoir y apporter des réponses. Et concrètement, comment est-ce que ça peut se mettre en place alors? Alors, plusieurs étapes et là-dessus, après je laisserai Didier compléter sur toute la partie, dialogue social qui est essentielle dans ce sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. Mais l'important pour moi, c'est de partir d'un diagnostic partagé. Un diagnostic partagé avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire direction, représentants du personnel, et collaborateurs et managers. Pour avoir un diagnostic partagé, c'est vrai que la meilleure façon, c'est d'abord d'aller écouter les gens, les personnes, les collaborateurs. Que ça soit à travers, alors après en fonction de l'organisation, que ce soit à travers des groupes d'écoute, des groupes d'expression, que ce soit à travers des questionnaires, avec un point de vigilance pour moi majeur, qui est dans ce type de démarche-là, on ne peut pas faire juste du copier-coller de démarches d'autres organisations. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'inscrire dans la culture de l'organisation, dans sa réalité, dans son quotidien, et quand je dis dans sa réalité, dans sa réalité aussi de son environnement qu'elle vit à ce moment-là. Toutes les organisations ne sont pas dans la même performance globale à un moment, donc la qualité du travail, ça s'interroge par rapport au contexte de l'organisation. Donc effectivement, il y a d'abord un diagnostic partagé qu'il faut avoir et pour lequel effectivement on peut recueillir les attentes des collaborateurs. Qui dit recueil d'attentes dit forcément, à partir de là, construction effectivement d'un cadre dans lequel on va répondre. Et les recueils des attentes, c'est le recueil d'attentes individuelles, puisque quand on va interroger, on interroge les individus, chacun. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'intérêt collectif qui doit primer. Je ne peux pas répondre à l'ensemble des attentes individuelles. Par contre, je peux expliquer pourquoi je n'y réponds pas, parce qu'il ne faut pas oublier, à nouveau, hein, je reprends la définition même de la QVCT, c'est concilier l'amélioration des conditions de travail et la performance globale de l'entreprise. Et donc, la QVCT, elle doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise et on peut tout à fait expliquer pourquoi certaines attentes, on ne peut pas y répondre dans l'immédiateté parce qu'elles ne participeront pas directement, par exemple, à une performance collective de l'entreprise. Et c'est ça qui est important. Donc ce diagnostic partagé, mais une fois qu'on l'a fait, on ne se dit pas, bon ben voilà, on a recueilli, ce que je vous dis, on ne fait pas un plan d'action au mois de janvier qu'on vient contrôler en décembre et puis on se dit c'est fait. Après, il faut le faire vivre. Et là, effectivement, bien sûr, et moi je suis dans la notion toujours de dire, attention, la négociation, elle est importante, elle pose un cadre, mais c'est pas parce qu'on a négocié un moment qu'on arrête tout. On le fait vivre après et on le rediscute et on le rechallenge et effectivement, on accepte d'innover, de tester, de prendre des risques, parfois de se dire tiens, on va essayer, si ça marche pas, eh ben, on réadaptera.
C'est ce principe de test and learn dont tu parlais tout à l'heure. Oui, toujours. Alors, je teste et j'apprends d'un point de vue individuel collaborateur, mais collectivement, on peut tester ensemble et apprendre ensemble. Et tu voulais passer la main à Didier, du coup, sur Oui, le c'est pas volet. parti. Oui, bah, pour peut-être compléter d'un point de vue dialogue social ce que vient de dire Nathalie, ce qui est important, je pense, j'ai vu quelques questions passer sur le chat et de dire est-ce que qui disaient est-ce que les employeurs ont conscience de l'enjeu? Oui, forcément, parce que comment dirais-je? On va y revenir, hein, justement, tous ces enjeux, où est-ce qu'ils Ouais, sont, on va en parler. ils ont forcément conscience de l'enjeu parce que les conséquences de la réalisation de risques sont très lourdes pour un employeur. Je pense qu'on est ce débat-là, à quelques très petites exceptions, peut-être un peu caricaturales, n'existe plus. Les employeurs qui s'intéressent pas du tout à cet objectif-là. Non, ce qui est plutôt problématique, c'est le comment faire. On est sur des sujets extrêmement complexes, vraiment extrêmement complexes. Et c'est pour ça que je trouve que le combiné entre l'ANI et la reprise législative est assez intéressant parce qu'on est davantage dans l'élaboration d'une caisse à outils, en fait. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir, et tu as le vadémécum, en fait. Et ce qui est très important, c'est la notion de continuité. Sur le dialogue social, ce qui est aussi important de comprendre, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que le dialogue social, ça ne se résume pas à une négo. Voilà, le dialogue social, il est continu, et d'ailleurs, les meilleurs négos se réussissent parce qu'en amont, autour, et de façon régulière, les gens parlent entre eux. Voilà. Et là, dans la question de la santé au travail, c'est assez aussi, comment dirais-je, important de souligner que les acteurs de cet accord ont dit très clairement, on n'y arrivera pas seul, en fait. Ce n'est pas une question qui se règle entre partenaires sociaux, aussi compétents soient-ils sur la question de la santé au travail, et Dieu sait qu'il y a des grands spécialistes, et l'employeur qui va investir les moyens qu'il faut pour. Ça ne suffit pas. Il y a un écosystème à créer en ayant recours aussi à comment dirais-je, à tous les moyens qui sont extérieurs à l'entreprise, les services de santé, quelle que soit la nature de ceux-ci, les intervenants. Voilà. Comment on gère la réalisation d'un risque? Tous ceux qui, dans leur entreprise, ont eu la réalisation de risques psychosociaux du type burn-out ou voire des situations de harcèlement moral, il est souvent utile, voire indispensable, d'aller chercher, comment dirais-je, de l'aide, de la capacité à gérer ces situations-là à l'extérieur pour pouvoir objectiver, pour pouvoir. Et puis parce que parfois, ça nécessite un traitement professionnel. C'est un métier en soi de pouvoir traiter ça. Donc ça met en place un écosystème avec la nécessité pour que, comment dirais-je, ça marche. Et tu vois, ça va au-delà de la prise de conscience de l'employeur, c'est la prise de conscience de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va vraiment associer tout le monde. Il y a un rôle pour les IRP, il n'y a pas qu'un rôle pour les organisations syndicales et l'employeur dans la négo, il y a un rôle au quotidien et c'est même pratiquement le rôle essentiel. La façon dont on va construire les documents qui vont lister les risques, qui vont déclencher le plan d'action, comment on va les tracer, on va organiser une traçabilité, comment on va remettre ça sur le métier sans arrêt. Et en fait, on se dit, il faut être attentif. À l'intérieur de chaque entreprise, il faut être attentif. Il peut y avoir une modification de comment on va travailler avec le fait de gagner un nouveau marché qui va nous imposer de mettre en place un nouveau logiciel ou bien une nouvelle commande qui va nous imposer de travailler de façon plus intense pendant un laps de temps donné. À ce moment-là, l'organisation qui est mise en place et qui est une forme de dialogue social, bien évidemment, puisque les collaborateurs seront au courant de la capacité de toute l'entreprise à réagir, du rôle de leurs IRP, du rôle qu'eux-mêmes pourront tenir en termes d'alerte, en termes comment dirais-je, de pouvoir participer aussi, puisqu'il y a des salariés qui peuvent être désignés pour avoir un rôle dans cette matière-là. Tu mets en place un écosystème vivant qui te maintient, en fait, qui évite d'avoir un dispositif qui est une réponse à un temps donné et qui, avec le temps, est déconnecté de la réalité. Tu vois, et je trouve que c'est un système qui est ce que doit être le plus souvent possible ce que produit le dialogue social. Alors généralement, encore une fois, ça se matérialise par un accord collectif. Là, ça va au-delà. Et c'est ça qui est très intéressant de mon point de vue. Qu'est-ce que ça change de l'avoir mis dans la loi, en fait? D'avoir modifié l'acronyme dans la loi? Est-ce que ça a un vrai impact? Ou c'est de la poudre aux yeux? Non, c'est pas de la poudre aux yeux, mais là c'est un peu technique si tu veux. C'est que soit quand les partenaires sociaux décident d'intervenir sur
dans le cadre d'un accord national interpro, ou soit ils le font sur demande de l'État. En fait, tu as ce qu'on appelle le champ de la négociation collective. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les partenaires sociaux, en concluant leur accord et en obtenant ce qu'on appelle l'extension par le ministère du Travail, ils auront une force exécutive à ce qu'ils auront décidé. Puis il y a un certain nombre de sujets, et c'est souvent le cas. D'ailleurs, c'est bien que tu me poses cette question-là, parce que ça pose aussi comment dirais-je, le problème de la connaissance de quelle est la source du droit qu'on applique. Il y a un certain nombre, je faisais le test il n'y a pas longtemps dans une formation dialogue social, tu interroges un panel de gens, tu leur prends des choses qui sont unanimement, comment dirais-je, connues de la population, et tu leur demandes qui a créé ça, on va te dire le législateur, alors que en fait, le législateur l'a consacré, mais c'est une création des partenaires sociaux. Le truc, c'est que quand tu es sur quelque chose qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés en France et qui est dans un domaine qui est réservé aux législateurs, eh ben, il appartient au législateur de reprendre l'ANI. Alors, il a une marge de manœuvre, hein. C'est-à-dire que formellement, voilà, il va y avoir un débat à l'Assemblée qui, en certaines périodes, n'est pas toujours simple. Je pense qu'en ce moment, ça va être tendu. Mais voilà, il lui appartiendra de décider s'il transpose de façon fidèle ou en apportant quelques modifications. Donc, il y a toujours un équilibre, hein. C'est un sujet, tu vois, l'articulation entre ce que les partenaires sociaux vont faire avec leur légitimité et est-ce que le Parlement va le reprendre de façon fidèle ou pas. Bon, voilà, mais ça ne change rien. Là, on est dans quelque chose qui a, à mon sens, traduit vraiment. Et puis, c'est plus confortable, hein, pour le législateur. Quand tu interviens après quelque chose qui a été fait par les gens qui sont représentatifs des deux côtés, c'est plus facile de y aller. Je voudrais bien entendre Nathalène réagir sur ça change rien, ce changement d'acronyme. Je suis sûr que tu vas avoir quelque chose à nous dire. Alors, moi, l'acronyme en soi, je ne pense pas qu'il en fasse un sujet nouveau. Il permet juste de réaffirmer, et pour moi, ça c'est important, c'est que s'il permet la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, qui est collective et qui est importante, qui a été accélérée, je le dirais, par la crise sanitaire, le fait de rajouter ce C, je reviens sur mon rajouter ce C, c'est toujours, et ça c'est important, c'est de revenir sur du concret, revenir dans ce qui est dans le périmètre de l'organisation. On a beaucoup évoqué à un moment, juste après l'année 2013, on a beaucoup évoqué le bonheur au travail, avec cette injonction qui était faite de il faut du bonheur au travail. Et avec effectivement, et moi je l'ai vu dans nos diagnostics et je l'ai vu lorsqu'on était dans les organisations et qu'on allait voir tant les collaborateurs, les managers, les représentants du personnel de direction, d'être un peu perdus face à cette injonction-là. Et puis avec en parallèle des organisations qui communiquaient énormément par tous les services qu'elles mettaient en place, que ça soit la conciergerie, le toboggan, le Mars, les coca à disposition et la machine à café. Et du coup, vraiment des organisations qui se questionnaient sur à quel moment s'arrête mon rôle aussi et qu'est-ce que je dois mettre comme sujet de discussion avec mes collaborateurs, avec mes représentants du personnel pour la direction. Et en fait, je pense que le fait de remettre qualité de vie et conditions de travail, c'est remettre là où le sujet doit être traité et là où les discussions doivent être faites. Et c'est pour moi ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est que effectivement, on s'est battu depuis plusieurs années pour dire attention, les attentes des collaborateurs, elles sont claires. Elles sont sur du concret. Elles sont pas forcément. Vous ne retiendrez pas les personnes, vous ne fidéliserez pas ou il n'y aura pas un engagement plus fort parce qu'il y a un baby-foot. J'ai rien contre les baby-foot, au demeurant, mais c'est pas pour ça. Parce que si à côté du baby-foot, ils ont une surcharge de travail, ils n'ont pas le sentiment de relation de travail, ils n'ont pas les moyens pour faire leur travail, ou ils ont le sentiment qu'il y a une répétition des situations complexes, ou qu'ils n'ont pas de perspective de développement, ou qu'il y a un sentiment d'inéquité. Et ça a été extrêmement important et ça a été senti très fortement, la question de l'inéquité, de est-ce que j'ai les mêmes droits, est-ce que j'ai la même charge de travail, est-ce que toutes ces questions-là autour de l'équité, eh bien, du coup, les gens, ils s'en vont. Et à titre d'exemple, je peux le constater là, depuis le début du mois de janvier, on est très sollicité par des organisations qui posent un constat, qui suivent deux indicateurs. Pour certains, c'est sur l'absentéisme, qui nous interpellent en disant effectivement, on voit une augmentation de notre absentéisme. Et je rappelle qu'il est encore en augmentation, semblerait-il, en 2022. Donc alors que
peut dire que la partie pandémie semble quand même s'affaiblir, même si je sais qu'il y a une reprise actuellement. Et l'autre indicateur qui fait qu'une organisation nous appelle, c'est le turnover. Et sur certains métiers qui sont en tension, bah, effectivement, ça interroge les organisations en se disant mais comment je fais pour retenir? Et on n'interroge pas à ce moment-là s'ils ont un baby-foot et une corbeille de fruits. Ce qu'on vient interroger, c'est toutes les dimensions autour du contenu du travail, des relations de travail, du sentiment d'appartenance, de la connaissance de la stratégie de l'entreprise aussi. Parce que l'air de rien, effectivement, c'est une source de grande inquiétude quand je ne sais pas où on va. Donc en fait, bien plus Juste qu'un Guillaume, cadre de vie. Ouais, vas-y, pardon. ouais, excuse-moi, non, je voulais juste rebondir sur ce que dit Nathalie et puis préciser le fond de ma pensée tout à l'heure. Je ne dis pas que l'affirmation du CT ne change rien. Ce qui me paraît important, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Je pense que ce qui est réellement important, c'est la démarche qu'il y a derrière. La démarche qu'il y a derrière, c'est de faire un grand focus sur la prévention des risques et d'avoir l'affirmation que non seulement il faut énormément travailler sur la prévention, il faut associer tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il faut d'ailleurs revisiter les acteurs, les redynamiser. Et puis, il y a des sujets très lourds qui sont beaucoup mieux pris en charge. Et c'est ce que je disais, c'est l'adaptation au réel. On s'est rendu compte qu'on a un développement très très fort de la désinsertion professionnelle suite à justement la réalisation de risques, des gens qui ont des problèmes de santé, qui sont plus aptes à leur poste. On a vu l'explosion des avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Et il y a cette volonté d'avoir des mesures très fortes et de prévention là aussi, c'est-à-dire non seulement de traitement quand c'est arrivé, mais surtout de prévention. On sort de la logique où on est très très bon sur l'indemnitaire pour aller remettre, et c'est ça le CT si on doit le symboliser, c'est ça, on veut vraiment mettre l'accent sur, on va éviter, c'est vrai qu'on a beaucoup progressé sur l'indemnisation, maintenant on va vraiment mettre le paquet parce qu'on est dans une époque charnière où il y a beaucoup de changements sur la prévention. Voilà, après, moi je répondais surtout au fait, est-ce que ça change quelque chose que ce soit le législateur? Moi, j'ai une vision un peu tronquée. Le législateur, là, non. Ce qui est important, c'est l'affirmation par les partenaires sociaux. Et en fait, ce que j'entendais dans le discours de Nathanaël tout à l'heure, c'est que bien plus qu'un cadre de vie, c'est quand même très lié au management aussi, j'ai l'impression. Oui, oui, mais il ne peut pas être le seul porteur. Et ça, effectivement, et c'est vraiment ça important. D'autant plus que les managers ont été quand même extrêmement sollicités depuis toujours, mais alors encore plus depuis quelques années, et parce que effectivement, ils sont au quotidien avec les collaborateurs et donc ils sont effectivement les premiers relais des actions qui peuvent être de régulation, on dira. Ils sont aussi à l'initiative, pour moi, de nouvelles pratiques. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, le manager d'il y a 20 ans et le manager d'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes attentes. La question de la responsabilisation, de l'autonomie, du management qui est beaucoup plus par objectif, pas du management dans le micro-contrôle ou dans le micro-management, ça c'est une réalité. Et ça, on l'a vu changer, on l'a vu se renforcer effectivement dans la période Covid, de cette attente beaucoup plus forte vis-à-vis du management. Mais le manager ne peut pas être le seul porteur. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui est important, c'est que il faut aussi, le soutien social, il n'est pas que pour les collaborateurs. Et je rappelle que le manager est lui-même un collaborateur. Donc, c'est vraiment une question à un moment, si on ne s'aligne pas dans l'organisation, la question de l'exemplarité aussi managériale, elle est clé à tous les niveaux. Et ce que je vois aujourd'hui, par exemple, c'est une des grandes réflexions qu'on a menées avec un client et que j'ai apprécié, c'est que finalement, pendant la crise Covid, il m'a dit à un moment, je passe mon temps à les mettre dans une injonction. Je leur dis, il faut absolument tenir la prod et en même temps, il faut absolument que vous ayez beaucoup de temps avec vos collaborateurs pour les soutenir. Et à un moment, il me dit, mais finalement, on n'a jamais évalué le temps managérial. Et la première chose qu'on a fait, c'est de prendre du temps avec les managers dits de proximité pour pouvoir effectivement identifier le temps nécessaire qu'ils avaient et pour aussi pouvoir réfléchir après, effectivement, la répartition de leur temps, parce que ce temps-là, il est incompressible. Le temps où on leur demande d'être présent pour les collaborateurs, eh bien, il est incompressible. Si, il peut être plus fort certaines semaines, moins fort, mais il faut l'avoir en tête. Il est essentiel, il est là, et on ne peut pas dire à un manager, finalement, ce temps-là managérial ne peut pas être en plus du reste des actions. Donc la première chose qui pour moi est importante, c'est de ne pas oublier effectivement que le manager ne peut pas tout faire tout seul, surtout, et je parle surtout des managers dits de proximité, qu'il doit bénéficier du même soutien social qu'on lui demande d'avoir auprès
de ses collaborateurs. Et ça, c'est le deuxième point qui est important pour moi. Il est aussi collaborateur. Et effectivement, il y a besoin de cet alignement. C'est-à-dire que si en même temps, vous n'avez pas d'exemplarité et si vous n'avez pas ce temps, on ne peut pas leur redemander à eux. Et puis, il faut aussi leur permettre de se renforcer d'un point de vue managérial en termes de compétences. Alors oui, ça passe par de la formation, mais ça passe aussi par des ateliers dits de pratique managériale, de co-développement, parce qu'ils ont besoin aussi de ces temps-là pour s'exprimer. Cette année, la thématique de la semaine du travail, là, de la semaine de la qualité de vie au travail, c'est la recherche de sens, pardon. Est-ce que cette thématique, elle est nouvelle selon vous? La quête de sens au travail, elle n'est pas nouvelle. Par contre, il y a eu un effet accélérateur lié à la crise et à d'autres événements. Il n'y a pas que la crise Covid. Et ça, je tiens à le dire parce que je reviendrai peut-être plus précisément dessus tout à l'heure. Mais le sens au travail, on l'a toujours évoqué. Alors, je ne vais pas revenir dans des années, voilà, mais enfin, si je prends juste un exemple, lorsque on a eu certains modèles qui dédiaient les personnes à une tâche dont ils ne voyaient pas le résultat de leur travail, eh bien, on savait bien qu'il y avait une perte de compréhension, de sens du travail. Donc, la question du sens au travail et du travail, elle a toujours été prégnante dans les organisations. Qu'est-ce qui a accéléré? C'est qu'effectivement, la crise Covid a amené, c'est d'un seul coup un temps d'arrêt qui a permis à chacun de s'interroger et qui a même parfois été des interrogations qui sont allées plus loin que juste le travail, hein. On a eu des collaborateurs dans les diagnostics qui ont eu des interrogations sur du sens, mais on y va jusqu'à l'existentiel. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel équilibre je veux? Voilà. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, et ça c'est important, on commence à ne plus parler d'équilibre vie privée, vie professionnelle, où on aurait un parfait temps dédié à l'un, parfait temps dédié à l'autre, et tant mieux, ça fait partie des progrès. On parle plus d'intégration, d'imbrication, mais effectivement de préserver et que ça puisse répondre aux attentes des collaborateurs. Donc, la question du sens au travail, aujourd'hui, elle est ressortie fortement, effectivement, parce qu'on a eu une période où, pour certains, ils ont été en activité partielle, pour d'autres, ils se sont retrouvés chez eux avec un temps de réflexion qui leur a dit, est-ce que c'est l'emploi que je veux faire? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que je participe à quelque chose? Dans quelle organisation je suis? Donc, effectivement, elle s'est renforcée, elle s'est accélérée, cette question-là. Et puis, on a autre chose qui est important, hein, et dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines, mois, dans les médias. Eh bien, effectivement, des jeunes diplômés qui interpellent les organisations, les entreprises sur le sens, sur leur impact sociétal, sur à quoi ils veulent participer en termes d'impact pour la société, sur le fait de vouloir avoir une entreprise qui soit le reflet de ce monde moderne. Donc, effectivement, ça nécessite une attention particulière parce qu'elle est là, parce que c'est une réalité, ces questions-là sont là. Mais je tiens à dire, c'est que ce n'est pas non plus un sujet dont les organisations ne s'occupaient pas du tout avant. Et quand je parlais tout à l'heure de le besoin de vision de stratégique, effectivement, on le voit, ça fait partie aussi des questions qui sont posées dans les diagnostics. C'est est-ce que je vois à quoi je participe? Est-ce que je perçois effectivement l'impact de mon organisation dans cette société et est-ce que je peux, moi, avoir le sentiment d'y participer? J'entends et ça va nous amener vers une dernière partie avant de prendre les questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Est-ce que, tu commençais à l'aborder Nathalène, je pense, les points de vigilance de cette nouvelle QVCT? C'est un peu lancé comme ça le sujet, je vous jette la balle à tous les 2, le premier qui l'a saisi au vol. Didier, tu veux peut-être commencer? Bah, comme toutes les réformes ambitieuses pour un résultat concret, il y a là, comment dirais-je, la transmission au plus près des entreprises de l'objectif et de comment ça doit se passer. Voilà, il y a des entreprises où, en fait, tout démarre avec un diagnostic partagé et le sentiment partagé que c'est un objectif commun qui doit nous porter. Là où on va avoir des difficultés, c'est là où le dialogue social n'existe pas. Là où les organisations d'employeurs ont du mal à discuter sereinement avec les organisations syndicales pour diverses raisons, tu vois bien que la construction... alors bien sûr, on peut avoir des aides extérieures, mais ça ne suffira pas. C'est vraiment un système. Donc il va falloir... Alors ça plaide, hein, de mon point de vue, et je trouve que le diagnostic partagé, c'est vraiment, quel que soit le sujet, quand tu fais du dialogue social et quand tu veux avoir une négociation ambitieuse,
c'est presque c'est presque comment dirais-je, un préambule incontournable. Si t'es pas, enfin, si tu commences à aller dans la négo juste en ayant fait la liste de ce que tu veux obtenir, en y mettant un peu de stratégie, en disant je vais demander un peu plus, je vais voir, voilà. Mais si tu pars pas du fait de pourquoi tu le demandes, quelle est ta situation et pourquoi tu attends ces changements-là, tu vas avoir un affrontement bloc contre bloc. Enfin, le dialogue social et plus particulièrement la négo, c'est une forme de conflit des logiques. Donc voilà, là, partir du pourquoi, de la nécessité d'agir et de rester vigilant, c'est quelque chose qui doit faire système. Mais voilà, c'est à la fois risqué quand on n'est pas préparé à pratiquer ce dialogue social-là, mais c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que, comme le dit l'accord et comme je le disais tout à l'heure, et c'est une conviction profonde, il ne peut pas y avoir d'organisation du travail performante et sereine si les collaborateurs, et a fortiori leurs représentants, considèrent que l'employeur est défaillant sur la question globale de la santé au travail. Donc il doit vraiment appréhender le sujet et peut-être s'il a du mal à dialoguer avec ses partenaires sociaux, trouver les voies et moyens, comme on dit, de pouvoir faciliter ça. Et encore une fois, on est sur un dispositif qui est, de ce point de vue-là, très séquencé. Tu as des choses à faire régulièrement. Tu as de la formation à amener sur tes élus du CES. Tu as une sensibilisation à faire auprès de tes collaborateurs. Je veux dire, la machine, elle doit s'auto-alimenter. Je pense qu'il y aura des déconvenus au départ. Le risque principal que je vois, c'est qu'on essaie d'évacuer tout en disant « moi, je suis clean, j'ai fait une négo sur le sujet ». Voilà. Bon, on n'a abouti à rien, on a repris la loi, mais je suis clean. Bon, ça c'est, mais voilà, encore une fois, c'est un risque qui est, de mon point de vue, un peu mineur, dans le sens où les enjeux pour l'employeur, stricto sensu, de sa mise en jeu, enfin de sa mise en cause en termes de responsabilité, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait et que faut pas perdre de vue, hein, si ce qui est prévu est fait, on limite les risques. Donc, il limite la mise en cause de sa responsabilité. C'est quand même comment dirais-je, la première motivation. Après, il faut reconnaître aussi, et on le voit dans certaines de nos missions, le blocage ne vient pas toujours non plus de la capacité de l'employeur à déclencher le dialogue social. Parfois, il y a des résistances, parfois, il y a des visions du dialogue social qui sont plus conflictuelles et moins dans le dialogue, qui font que c'est un handicap. Mais là aussi, on donne la possibilité à tous les acteurs d'avoir un rôle important, notamment les salariés. Et je trouve qu'avoir cet input pour les salariés in fine, ça doit être de nature, dans quelques temps, à produire des résultats. Partout, même là où le dialogue social n'est pas des plus vivaces. Pour moi, et ça complète exactement ce que disait Didier dans le sens où cette question de l'opportunité, pour moi, elle est clé. Aujourd'hui, il n'y a pas, enfin, j'ai pas un seul de mes échanges au quotidien où je sens qu'il n'y a pas cette conscience que l'un ne va pas sans l'autre, que la performance d'une entreprise ne va pas sans cette attention, en tout cas à l'environnement de travail et aux conditions de travail des collaborateurs. Donc, il n'y a pas besoin de convaincre sur ce sujet-là. Par contre, il y a pour moi 2 points de vigilance majeurs. Un, effectivement, la question du biais dans lequel on pourrait retomber ou de la facilité dans lequel on pourrait retomber, d'essayer de répondre par des actions qui sont périphériques et qui ne sont pas la véritable interrogation qu'on doit avoir sur son environnement de travail, son organisation. Et puis, effectivement, le fait de ne pas le faire vivre dans une notion de quotidien, c'est-à-dire de l'inscrire comme étant, j'ai fait mon obligation de plan d'action qualité de vie et conditions de travail et je viens le contrôler un an après et au milieu de ça, je ne le fais pas vivre, je ne le réinterroge pas, je ne le questionne pas. Aucune organisation ne vit d'un 12 mois, ou qu'est-ce que soit la date de début, sans avoir effectivement des événements qui viennent perturber, qui viennent réinterroger, qui nécessitent une adaptation. Et pour moi, ça c'est la première chose, c'est qu'effectivement, plus on se mettra dans une démarche qui se veut en amélioration continue, en tout cas dans une réflexion continue, parce que effectivement, quand je dis il faut prendre des risques, il y a des fois on fait des propositions d'action, elles peuvent ne pas être complètement répondre aux besoins, on les réadapte, ça c'est pas un problème, mais en tout cas il faut vraiment créer cette dynamique plus quotidienne que ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Il nous reste une quinzaine de minutes environ. Je vous propose qu'on regarde les questions parce que je C'est crois sûr. qu'il y en a eu quelques-unes. Je vais vous les poser en direct et je vous laisse répondre
comme vous le souhaitez, hein, à peu près. J'ai entendu que la QVT est entrée dans le code du travail. Pourriez-vous être plus spécifique là-dessus? Et une deuxième qui est liée, il me semble, code du travail égale loi/ANI, cadre de négociation, point d'interrogation. Alors, Bon, je sais pas, qui commence? Qui se jette? sur le code du travail, tu trouves une mention explicite du changement de logo, notamment aux dispositions qui parlent de la négociation obligatoire, qu'elle soit annuelle ou sur 4 ans. Là, tu as la reprise du nouveau sigle, très clairement. Et l'autre, c'est, tu peux redire là sur le loi ANI code du travail? Code du travail égale loi/ANI, cadre de négociation, point d'interrogation. C'est une interrogation sur le cadre de négociation. Ouais, ça revient un peu à ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est Ouais. bon, comment dirais-je, la loi, c'est le domaine du législateur. Les partenaires sociaux peuvent intervenir sur un champ qui leur appartient. Ils peuvent aller aussi au-delà, hein. Je vais prendre un exemple qui est très célèbre. La rupture conventionnelle, effectivement, elle est dans la loi, mais au départ, elle est créée par les partenaires sociaux dans un ANI. Mais ils n'ont pas entre guillemets, ils n'ont pas le droit de la rendre effective. C'est-à-dire qu'eux, en fait, voilà, ils font le constat que c'est quelque chose qu'il faudrait créer et ils en sont d'accord. Et ensuite, pour que ça ait une effectivité et que ça rentre dans le code du travail, parce que là, on est dans un domaine qui excède leur champ de compétences. C'est très technique, hein, je pense que je vais être chiant là. Je suis déjà à mon avis. Ouais, mais on pose, Non, mais en fait, on essaye de répondre à ces questions. ouais, l'accord collectif, pour être très technique, c'est quelque chose qui est infra-législatif et supra-réglementaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça peut. Et puis après, tu fais l'arbitrage avec des notions telles que l'ordre public social, etc., l'ordre public absolu. Ce qui est important, c'est que là, à partir du moment où les partenaires sociaux les plus représentatifs affirment que de leur point de vue, il est nécessaire d'aller vers tel dispositif, généralement, le législateur, c'est plus confortable pour lui de reprendre ça dans une loi et de le consacrer. Souvent, d'ailleurs, on parle de loi de transposition de l'ANI. On enchaîne avec une autre. Merci Didier. Avec une autre question concernant la négociation EP-QVCT, c'est encore très lié à la loi, j'ai l'impression, hein. Concernant la négociation EP-QVCT, au regard de la liste des thèmes devant être négociés en application de l'article du Code du travail, nous confirmez-vous que nous avons l'obligation de négocier sur l'ensemble de ces thèmes chaque année? Nous envisagions de sélectionner avec les partenaires sociaux certains thèmes. Cette question, elle revient 2 fois. Nathalie, tu réponds, je réponds. Vas-y, je lis. Alors, la lecture que je fais du Code du travail, mais je pense que je ne suis pas la seule, c'est qu'en fait, vous avez dans la NAO, donc la négo annuelle, vous avez donc l'enrichissement de la négociation qui était la négociation sur l'égalité professionnelle, ça devient l'égalité de mémoire, hein. L'égalité sur l'égalité professionnelle et la QVCT. Il y a une liste de thèmes, mais ces thèmes sont, alors c'est quand le Code du travail s'amuse à mettre notamment, c'est que c'est entre guillemets facultatif. Par contre, et c'est ça qui me paraît important, il y a une espèce d'échéance qui plane, cette matière-là doit être traitée au moins tous les 4 ans. Donc il y a une obligation, il y a une réelle obligation de négocier sur le sujet. Elle n'est pas forcément annuelle, elle est tous les 4 ans. Ce qui peut être aussi l'occasion de s'appuyer sur tous les plans qui ont été faits, tous les plans d'action, tous les constats, et regarder aussi un petit peu avec l'obligation aussi d'assurer une traçabilité, de stocker, si je peux me permettre, sur une longue période, tous ces documents uniques. Voilà. Vas-y Nathalie, parce que je vois que tu es en train Je de pense parcourir que les oui, parce qu'il questions aussi. y avait une question qui est, est-ce qu'on, enfin, on a certains thèmes qui sont déjà des sujets à accord d'entreprise. Et je pense que ça, c'est important, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps que d'ailleurs, dès le premier ANI QVT de 2013, c'est des choses qu'on a évoquées beaucoup avec, dans les organisations, c'est de rappeler que finalement, quand on parle, on a l'impression que la QVCT, c'est un peu à part. Alors qu'effectivement, lorsqu'on parle de télétravail, lorsqu'on parle d'égalité professionnelle, lorsqu'on parle de différents, même, je vais même aller jusqu'à l'accord sur les seniors et tout ça, ça participe directement à la notion de qualité de vie au travail et conditions de travail. Et c'est, je pense, et c'est là-dessus, je n'aurai pas la réponse juridique parce que ça, je laisse à Didier la compétence juridique, mais c'est là-dessus pour lequel, pour moi, je peux voir effectivement les organisations en difficulté en se disant à un moment, est-ce qu'on négocie différents accords ou est-ce qu'on en négocie qu'un? Ce qui est sûr, et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très attachée, c'est de ne pas mettre
la notion de qualité de vie au travail comme étant un sujet complètement à part d'autres sujets RH et d'entreprise extrêmement importants parce qu'elles y participent directement. Et elles font partie intégrante de la notion de qualité de vie et conditions de travail. Et ça, c'est le point le plus complexe, je trouve, au sein des organisations, c'est de montrer finalement qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au quotidien dans les organisations et qui sont directement, et qu'on pourrait directement valoriser dans les actions et dans les pratiques qui participent à la qualité de vie et à la condition de travail. Sur l'aspect plus technique et juridique, je laisserai Didier répondre parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, mais c'est pas tellement juridique, mais c'est moi ce que je vois beaucoup dans les dossiers dans lesquels j'interviens, c'est que voilà, on va être sollicité sur un projet de nos clients qui va se matérialiser par une négociation avec un ciblage précis. Voilà, on va être sur soit une situation de crise à gérer, ça peut être un APC, ça peut être un accord de refonte du statut social. Mais en fait, le sujet va immanquablement ressortir. C'est-à-dire que si le sujet, encore une fois, hein, n'est pas bien traité et considéré comme un irritant pour les collaborateurs ou pour les organisations syndicales, de toute façon, enfin voilà, c'est ce qui est dit et c'est ça qu'il faut qu'on traite. Et ça nous permet d'apporter des réponses d'ailleurs. N'espérez pas obtenir de nous une collaboration et en fait un partenariat pour discuter si au moins sur les fondamentaux, vous n'êtes pas à la hauteur. Et donc, il arrive que dans des accords, moi je vois de plus en plus en fait de négociations avec des accords qui soit rentrent pas dans une case dédiée, soit rentrent dans beaucoup de cases. Et c'est ça qui compte en fait. C'est-à-dire que par des négociations de plus en plus globales, on va traiter beaucoup de sujets qui participent de la performance de l'entreprise, et c'est fondamental, l'équilibre se fait toujours là, mais qui participe aussi de l'équilibre nécessaire avec la préservation des droits des collaborateurs, mais aussi de ce qui est l'essence même du rôle des partenaires sociaux, c'est-à-dire assurer l'amélioration des conditions de travail ou la préservation de celles-ci. Donc, ça viendra dans différents sujets. Après, il n'y aura pas, il y a un petit, si tu fais comment dirais-je, si à un moment donné, tu dois renégocier un accord sur les conditions de travail, c'est vrai que techniquement, c'est très lourd, parce que ça peut être très lourd. Tu peux faire des renvois subtils en disant que ces dispositions-là ont vocation à modifier celles de l'accord. Voilà. Mais en règle générale, encore une fois, hein, quand le dialogue social marche bien dans une entreprise et que les différentes parties autour de la table ont conscience que le sujet a été traité et plutôt bien traité, il n'y aura pas de difficulté à ce que lorsqu'on sera en train de se dire est-ce que cette année on traite le sujet ou pas, ce qui fera qu'on décide de le traiter, c'est le fait qu'on considère qu'on est en lacune sur le sujet. Si on a considéré que dans les dernières négociations, même si elles ne portaient pas ce ton-là, les dispositions répondent aux attentes, normalement il n'y a pas de difficulté. Quelles sont selon vous les premières actions essentielles à mettre en place dans le cadre d'une politique QVCT ? Je crois qu'on a un peu commencé à répondre à cette question tout à l'heure, hein. On a parlé de diagnostic avant tout, de diagnostic des deux côtés, hein. Nathalène, tu veux compléter ? Je pense qu'effectivement, la priorité, bien sûr, est d'avoir un diagnostic. Après, dans les premières actions, une fois qu'on a le diagnostic partagé et que le cadre de l'entreprise, l'accord de l'entreprise est posé, après, les actions, pour moi, elles doivent avant aussi être d'un niveau local. Quand je dis local, c'est-à-dire un niveau équipe. Des grandes actions qui sont déployées pour tout le monde et qui ne prennent pas sens parce qu'elles sont ou trop contraignantes ou parce qu'elles ne répondent pas aux besoins de l'équipe et de sa spécificité, ça fait tomber en tout cas la crédibilité à un moment de la démarche. Donc il y a des choses, il y a des engagements qui doivent être forts, qui doivent être faits au niveau de l'entreprise, qui doivent être pris pour le niveau d'entreprise, mais c'est à nouveau un cadre qu'on pose. Après, il faut responsabiliser aussi chaque équipe dans la définition de son plan d'action et surtout de son mode de fonctionnement et des pratiques qu'ils veulent partager. Je donne à titre d'exemple. On a un employeur qui a décidé, à la sortie d'un confinement, d'imposer à toute l'organisation un même jour de présence une fois que, bien sûr, les jauges étaient descendues. Et donc, il avait imposé un même jour de présence à l'ensemble des collaborateurs, ce qui a effectivement créé très rapidement des tensions importantes, des tensions sociales importantes, d'abord pour une question de locaux, mais en dehors de l'aspect juste purement environnement, c'est
forcément, ce n'était pas le bon jour choisi par rapport aux bouchons enfin, c'est ce qui était remonté, hein. Moi, je ne dis pas forcément, hein, c'était la perception. C'était forcément pas le bon jour par rapport au trafic, c'était pas le bon jour par rapport au. Et donc, d'un seul coup, on a des tensions, mais qui ont explosé dans les organisations. Très, très simplement, et moi d'ailleurs là-dessus, je le dis, et je pense que cette direction-là a eu l'honnêteté d'un moment de dire stop, mea culpa, on arrête, on laisse chacun le décider. Et on laisse chacun voir s'organiser au niveau de l'équipe de comment il peut, pas chacun, pas individuellement, à nouveau, intérêt collectif qui doit primer. Donc chaque collectif décide de comment il s'organise dans cette question-là par rapport à son organisation. C'est un exemple qui peut paraître idiot, mais qui est tout à fait la démonstration pour moi qu'à un moment, une organisation, elle pose son cadre, qu'elle a négocié, qu'elle a travaillé avec les partenaires sociaux. Et après, dans ce cadre-là, il faut responsabiliser chacun, chaque collectif dans sa définition concrète des actions. Ok. Avez-vous des exemples concrets d'espaces de partage, de pratiques de discussion entre managers pour renforcer le collectif managérial en tant que pair, mais aussi pour leur permettre de s'entraider, développer leurs compétences par le partage d'expériences? Il y a, alors, il y a pour moi enfin, il y a deux ateliers qu'on a pu mettre en place. Effectivement, il y a tout ce qui est co-développement. Ça, c'est le premier qui est assez connu que les managers. Mais il y a beaucoup de plus en plus d'organisations qui mettent en place ce qu'on appelle des ateliers de pratique managériale. Et où on est plus sur, et on est vraiment sur du concret, de mise de situations évoquées et qui sont amenées par les participants, et alors qui sont mises en différentes, enfin, selon les organisations qui sont organisées un peu différemment. J'ai un client qui l'a mis effectivement par, direction, donc mais en fait, il s'est très vite rendu compte que, bah, comme c'était des managers qui travaillaient très souvent ensemble, il y avait finalement, ils ne se rechallengeaient pas. Donc, il a effectivement cassé ces silos, mis en transverse et permis à l'ensemble des managers de créer des groupes et qui se rencontrent régulièrement et qui viennent effectivement partager mais des situations très concrètes. Ils ne sont pas sur comment je gère un conflit. Ils arrivent avec leur situation, c'est-à-dire en disant voilà, depuis 2 jours, j'ai ce problème-là avec mon collectif de travail, j'ai ce problème-là. Et avec une part dedans qui est assez intéressante de ce qu'ils appellent du training, donc au-delà de juste ben, qu'est-ce qu'on peut évoquer, d'avoir effectivement la personne qui régule ces temps d'échange-là vient effectivement à leur faire du training sur les difficultés qui sont remontées, donc les mettre en situation. C'est souvent, et en tout cas dans les retours qu'on en a des managers, c'est ce qui est très apprécié, c'est l'aspect effectivement, on est entre nous, enfin, voilà, on peut évoquer et de façon libre les situations. Deuxième chose, c'est que on en sort sur du concret, c'est-à-dire qu'on parle de nos situations et c'est pas de la formation sur bah, comment mener bien l'entretien de recadrage ou comment on fait une réunion intéressante. Ils sont sur leur situation à eux et avec un échange entre pairs et qui leur permet surtout, et c'est surtout que c'est des choses qui sont animées régulièrement, tous les 2 mois en moyenne, là, chez ce client-là, qui leur permet régulièrement de se remettre un peu cette bouffée d'oxygène, voilà comment ils l'appellent, la bouffée d'oxygène tous les 2 mois, de réinterroger leur pratique. Aujourd'hui, dans les retours d'expérience qu'on voit, c'est ce qui, en tout cas, a le plus de retours positifs. Tout ce qui est réunions organisées régulièrement entre pairs pour échanger, si elles ne sont pas avec une thématique, en fait, on sent un essoufflement au bout d'un moment. Hors réunion opérationnelle, bien sûr, concrète pour traiter les sujets de production ou opérationnels. En complément, alors on peut pas le faire partout, malheureusement. Là, c'est une sorte de dépassement de fonction, mais on arrive parfois à organiser des réunions un peu en mode vie ma vie, où on associe des managers avec des élus, avec des représentants syndicaux, en fait, sur des thématiques très précises dans lesquelles on va essayer de transmettre en fait la vision, la formation dont on dispose, l'objectif qui est celui de chacun des participants, pour vraiment faire partager comment dirais-je, la motivation de chaque action en fait. Mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre les intérêts et les contraintes des uns et des autres pour faciliter le fonctionnement quotidien. Quand on arrive à l'organiser, c'est quelque chose de vraiment très, très déjà sympa et en plus très productif, je trouve.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Il est 9h59. Je vous propose qu'on a balayé à peu près l'ensemble des questions, je crois. Peut-être qu'il en manque une ou deux, mais le cas échéant, si on se rend compte qu'on est passé à côté de questions, je vous propose qu'on revienne directement vers ces personnes et qu'on puisse y répondre peut-être en direct. Il est 10h. Je vous propose qu'on respecte le temps du webinaire qu'on s'était imposé. Et je vous laisse un mot de conclusion à tous les deux, peut-être. Allez. Vas-y Didier. Non, la talent, j'en sais rien, c'est pas la spécialiste. Non, tout d'abord, merci à tous d'être là. Et vraiment, je réaffirme ce dont je suis le plus convaincue, c'est que lorsqu'on parle de QVT, c'est l'enjeu, pour moi, un enjeu majeur de performance pour les entreprises et pour leurs organisations. Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, quand je disais qu'il y a rupture, il peut y avoir transformation, je pense qu'on est tous dans une période où on a une opportunité à saisir et qui ne peut aller que dans l'intérêt de chaque partie prenante, en fait. Tous peuvent en sortir gagnants. Merci. Merci Didier, tu rajoutes Merci rien? beaucoup. Non, mais ça, en Non? plus de ce qu'a dit, c'est quelque chose aussi qui peut redynamiser les relations sociales dans l'entreprise. Et là aussi, c'est assurément un facteur de performance sociale. Ce qui est notre conviction profonde chez LHH. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les Merci à deux vous. pour le temps que vous nous avez consacré pour ce webinaire. Merci à tous. À bientôt. Merci, au À revoir. bientôt. Bonne Au journée, revoir. au revoir.